Bonjour à tous. Alors, je vous présente le titre que vous avez ici, ou encore, mis autrement, les joies et les misères de la mise en commun de plusieurs sources de données, avec l'exemple d'une histoire d'une enquête épidémiologique que nous avons faite à l'IRSST. Alors, une étude épidémiologique, qu'est-ce que c'est? Ça cherche à établir les liens entre une exposition puis une maladie à partir des informations dont on peut disposer. Alors, à la recherche d'un lien, par exemple, dans ce cas-là, quelle est la cause de la lumière à l'intérieur de cette pièce-là? Est-ce que c'est l'ampoule, le commutateur, la boîte électrique? Est-ce que c'est le réseau électrique ou est-ce que c'est la centrale électrique? L'étude des cancers est complexe. Alors, quand on cherche la cause, il n'y a pas qu'une cause, souvent. Souvent, l'exposition en milieu de travail, c'est une des causes composantes du cancer. La cause n'est pas toujours suffisante, contrairement au réseau électrique où dès qu'on enlève une des sources possibles, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de lumière dans la salle. Et les cancers professionnels sont probablement, souvent ou la plupart du temps, le résultat de l'action d'un ensemble de plusieurs facteurs, un peu comme ce monsieur qui porte une charge ou encore comme une balance un peu trop lourde qui est reliée à un cancer. Dernier détail dont je voudrais vous parler avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est des particularités propres au cancer. Les cancers ont une latence importante. Donc, les tumeurs solides peuvent prendre de 20 à 40 ans. Les tumeurs qu'on appelle cancer hématopoïétique, cancer du sang, lymphome, leucémie, par exemple, peuvent prendre aussi peu que 5 à 10 ans après une première exposition à se manifester. Donc, la période de temps, le temps est un élément important dont il faut tenir compte. C'est multifactoriel, ça, on en a parlé tout à l'heure. Alors, souvent, il y a plus qu'une exposition qui peut être associée à un cancer. La période de temps est importante, c'est-à-dire que quelqu'un qui est jeune, qui a une exposition, est probablement plus à risque, en général, pour la majorité des cancers, de développer un cancer que lorsque la première exposition se produit plus tard dans sa vie. Et finalement, l'exposition, qui est l'agent important dont il faut tenir compte, elle est difficile à estimer dans la plupart des cas. Alors, je vous présente un dernier petit cours en épidémiologie. On considère souvent l'étude d'une maladie selon ce qu'on appelle le triangle épidémiologique. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec ce triangle-là. Je le présente très rapidement. Alors, la maladie peut être un problème de santé, ça peut être un marqueur biologique de maladie aussi, ça peut être une cause de décès dans certains cas. Le facteur qui nous intéresse, entre autres, c'est l'hôte. Mais c'est les facteurs, l'autre n'est pas l'individu lui-même, mais les facteurs associés à un autre. Ça peut être des facteurs intrinsèques du genre, l'âge, bien sûr, le sexe, le tabagisme, donc les habitudes de vie, l'état de santé de l'individu lui-même. Ensuite, il y a un agent externe qui est ici, qui est en général la substance ou le facteur de risque d'intérêt que nous essayons de relier à une maladie donnée. Et finalement, le contexte qui est un espèce de facteur extrinsèque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt primaire, comme par exemple le fait qu'on soit en milieu urbain ou milieu rural, mais qui est un agent qui influence, qui est un facteur, qui influence l'exposition, qui influence souvent l'état de santé de l'autre, puis le lien entre l'exposition et la maladie. Donc, on cherche à avoir des renseignements quand on va faire une étude épidémiologique. Puis, si on cherche à avoir des renseignements sur le cancer, on va chercher des renseignements sur notre hôte, savoir si c'est possible, son âge, son sexe, est-ce qu'il fume, est-ce qu'il boit, quelles sont ses habitudes de vie, quel est l'agent intéressant. L'étude dont je vais vous parler, c'est une étude qui a eu lieu dans une aluminerie. Des alumineries, c'est-à-dire au Québec, pas parce que c'est un secteur particulièrement problématique, mais c'est qu'on a fait une étude épidémiologique importante à l'IRSST dans ce domaine-là. Alors, dans ce cas-là, donc, c'est le travail dans l'aluminerie avec l'exposition au métal. Pas au métal, dans ce cas-là, ce qui était, à certaines expositions en milieu de travail qui pouvaient être responsables d'un cancer. Et le contexte, c'est l'environnement de chaque usine, à quel endroit il est dans le pays, dans la province, et dans quelle période de temps les travailleurs ont justement travaillé. Alors, les sources de données dont on disposait, ce qu'on fait quand on commence donc une étude épidémiologique, c'est où est-ce qu'on va essayer de trouver nos données. Pour les renseignements sur l'hôte, on avait accès aux dossiers médicaux de la compagnie qui nous donnaient l'âge, le sexe, bien sûr, le tabagisme, un peu d'informations sur des éléments comme l'alcool, etc. Mais ça, c'était moins constant. On avait des dossiers du bureau du personnel, des ressources humaines, c'est-à-dire qui, eux, ont bien sûr le nom de l'individu, peuvent nous confirmer l'âge et le sexe, et ont aussi des renseignements sur
depuis combien de temps il travaille dans la fonderie, quels ont été ses postes, à quel poste il a travaillé. Donc, beaucoup de détails avec les dates très précises puisque c'est relié au système de paie en général. Alors ça, c'est très intéressant. Ensuite de ça, dans quel département de l'usine ou des usines ils ont travaillé, dans quelle usine aussi ils ont travaillé, et le contexte, c'est-à-dire dans quelle période de temps, parce que dans certains cas, le fait de travailler pendant une période de temps, c'est associé à certaines machines, et à partir d'une certaine date, d'autres machines entrent en ligne de compte. Alors, on veut savoir qui travaillait avant que la nouvelle machine arrive, qui travaille depuis que la nouvelle machine est installée. Alors, il y a aussi les dossiers d'hygiène de la compagnie qui a fait des mesures, donc qui nous ont renseigné sur les niveaux d'exposition à différentes substances. Et on est allé chercher des données sur les cancers à partir de 2 bases de données, la base canadienne de données sur la mortalité et le registre québécois du cancer. Et la période nous a permis d'avoir des renseignements de Statistique Canada sur les taux de décès et les taux d'incidence de cancer auxquels on devrait s'attendre dans la région qui nous intéressait. Donc, avec ces taux-là, on a pu ensuite de ça calculer des indices de risque associés à la maladie. Alors, il y a eu plusieurs études. C'est une industrie où il y a eu plusieurs études. La première étude est partie, ce qui est intéressant, de la consultation d'une base de données canadienne. En 1977, Don Weigel, qui travaillait à Santé Canada, a montré qu'il y avait une augmentation de cancer de la vessie chez les hommes en bas de 64 ans dans la région de Shawinigan. Et un des employeurs majeurs était une aluminerie dans cette région-là. Alors, l'entreprise a été proactive et a fait des demandes à différents scientifiques pour faire des études. Alors, je vous ai mis ici seulement quelques-unes des publications qui ont été publiées depuis ce temps-là. Donc, depuis 1977, il y a eu, je pense, une dizaine de publications au moins, avec 2 groupes de recherche, des gens surtout de l'Université McGill et de l'Université Laval aussi. Ces études, pour justement avoir lieu puis donner des résultats intéressants et applicables au milieu de travail, ont dû mettre en commun plusieurs bases de données de façon à avoir un portrait le plus complet de la situation puis essayer de remplir les petites boîtes manquantes pour qu'on puisse étudier à partir du triangle épidémiologique la maladie qui nous intéressait. Alors, les misères de l'utilisation de plusieurs bases de données, je vous en parle un petit peu ici. L'obtention des autorisations nécessaires. Je vous parle en particulier d'une mise à jour que nous avons faite récemment de cette étude-là, où il a fallu à peu près 2 ans pour obtenir les autorisations nécessaires d'un peu partout. Des dizaines de lettres échangées, de la signature d'engagement à la confidentialité devant soit des commissaires à l'assermentation ou des avocats. Auprès d'un comité d'éthique de la recherche universitaire, auprès de la Commission d'accès à l'information qui gère la loi d'accès aux données publiques et aux données privées, parce que là, on avait des données privées qui étaient les données de la compagnie, des données publiques qui étaient celles du Québec au Registre québécois du cancer, et ensuite de ça aussi de Statistique Canada pour les données de mortalité. D'ailleurs, la Commission d'accès à l'information nous a exigé qu'on ait un consentement individuel auprès des 4300 à peu près travailleurs actifs de la compagnie. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'obtenir des consentements individuels. On en reparlera un petit peu. On a eu aussi, bien sûr, autorisation de Statistique Canada de consulter ces données. Et Statistique Canada fonctionne avec... il faut faire une demande spéciale au registraire de l'Ontario parce qu'on consultait les données de l'ensemble du Canada pour pouvoir identifier les gens qui étaient décédés à l'extérieur de la province. Alors, le registraire de l'Ontario, les autres registraires des autres provinces se fient à Statistique Canada pour donner les autorisations. Alors, ça a simplifié les choses pour nous. Et ensuite de ça, il faut obtenir les données. Il y avait 2 procédures, donc on était obligé d'avoir une procédure pour les travailleurs actifs et pour les travailleurs actifs, mais qui n'avaient pas consenti. Il y a une partie des gens qui n'ont pas consenti. La majorité, 85% avaient consenti. Il y a un 15% qui a été difficile, qu'on n'a pas réussi à avoir de consentement, pas nécessairement parce qu'ils avaient refusé activement, mais au moins passivement. On n'avait pas réussi à les faire signer. Alors, il fallait qu'on fonctionne avec ce qu'on a appelé un numéro aléatoire anonyme unique. Rapidement, je vous parle un petit peu justement de l'accès aux données, pas l'accès aux données, mais comment s'est déroulée l'étude pour justement aller chercher ces données-là. Alors, pour les travailleurs avec consentement, la compagnie a donné à l'IRSST 3
types de fichiers différents. Un qui était plus le fichier d'embauche, l'autre qui était l'histoire de travail avec des niveaux d'exposition, et un autre fichier qui était tiré du dossier médical, puis lui où on avait un peu de renseignements sur l'histoire de tabagisme. Ensuite, l'IRSST prenait ces renseignements-là, pas tous, et transmettait au Registre québécois du cancer des identifiants. Donc, il fallait le nom, le sexe, la date de naissance, l'adresse, date d'embauche, le numéro d'assurance sociale, le numéro d'assurance maladie, pour que le Registre québécois du cancer puisse nous dire est-ce que oui ou non il y avait eu des cas de cancer parmi ces gens-là. Alors, le Registre québécois du cancer ensuite retournait à l'IRSST avec au moins les identifiants pour qu'on puisse être sûr que c'était les mêmes individus et la date de diagnostic, le type de tumeur et le numéro d'identité interne du fichier des tumeurs à ce moment-là, mais qui est maintenant le Registre québécois du cancer. Alors, on faisait ça donc en aller et en va-et-vient avec le Registre québécois du cancer et la compagnie. Pour les gens qui n'avaient pas donné leur consentement actif, les travailleurs actifs qui n'avaient pas donné leur consentement, la compagnie donnait à l'IRSST une partie des données, mais sans qu'on ait le nom ou l'adresse de l'individu, donc sans identifiant personnel. On avait quand même le numéro de matricule du travailleur et donnait directement au Registre québécois du cancer les autres renseignements pour que le Registre québécois du cancer puisse, lui, chercher dans ses bases de données et ensuite de se retransmettre à l'IRSST quelque chose d'assez semblable à ce qu'on avait réussi à obtenir pour les travailleurs qui avaient donné leur consentement. Bien sûr, à ce moment-là, nous, on n'avait pas de nom qui nous était transmis. On avait quand même l'année de naissance pour pouvoir faire certaines vérifications et le sexe. Pour tous ces fichiers-là, vous remarquez, on a bien sûr une clé commune qui nous permettait de rejoindre tous ces fichiers-là ensemble, et puis c'était le numéro de matricule du travailleur. Pour les variables liées à l'autre et le contexte de travail, l'âge, le sexe, bien sûr, ça va. L'histoire de travail, c'était quand même assez bien. C'est complexe parce qu'à chaque fois que l'employé partait en congé, par exemple, de maladie un petit peu plus long ou quelque chose comme ça, il y avait comme un arrêt puis un nouvel emploi de créer. Par contre, pour le tabagisme, c'était un peu complexe parce qu'on avait affaire avec plusieurs entreprises, plusieurs usines de la même grosse compagnie et chaque usine avait son petit questionnaire personnel pour poser des questions sur le tabagisme. Alors, il a fallu que nous essayions de trouver une espèce de dénominateur commun qui, finalement, était le mieux qu'on a pu avoir, qui était le maximum de cigarettes fumées en une journée. Pour la maladie, bien là, il y avait des défis d'appariement avec les noms, parce que dans certains cas, le nom avait été mal écrit. Alors, on n'était pas sûr d'avoir vraiment un accord complet entre notre individu, notre travailleur et les données. Alors, il a fallu vraiment faire des vérifications. Il y a une partie de la vérification qui se fait avec des algorithmes que Statistique Canada a développés. Et ça va assez bien, mais il y a quand même un nombre assez important de dossiers pour lesquels il a fallu faire des vérifications individuelles. Il faut dire que le nombre total de travailleurs dans la cohorte est à peu près 16 000 travailleurs, donc les anciens travailleurs et les nouveaux, les retraités et ceux qui ont décédé depuis 1950. Il a fallu 12 jours personne seulement pour aller vérifier ces noms-là, sans compter d'autres nettoyages ensuite de ça individuels. Ensuite, l'agent causal, l'agent d'intérêt, on en avait deux. On avait l'histoire de travail, parce que le fait de travailler dans l'aluminerie était importante pour nous comme étant une des marques d'exposition, un des marqueurs d'exposition, et les niveaux d'exposition au BAP, qui est une des substances qu'on soupçonne être associées à plusieurs types de cancers. Sauf que les niveaux d'exposition, il a fallu... on a eu accès à une base de données qui était constituée à partir de mesures directes, mais aussi d'imputation de mesures à partir d'enquêtes, à partir de données des anciens travailleurs, par exemple, qui étaient là sur place, qui savaient quand est-ce que certaines machines fonctionnaient, quand est-ce que certaines machines avaient été modifiées ou certains processus modifiés. Ensuite de ça, il y a la conservation des données. On a dû avoir un poste informatique sans accès Internet avec un mot de passe dans une salle sans fenêtre et avec un accès restreint. Alors, on l'a affectueusement appelé le bunker. Et il fallait faire des sauvegardes externes du réseau de l'IRSST, donc individuelles à l'interne de cette pièce-là. Et on a toujours la problématique de conservation à long terme des données parce qu'on fait cette enquête-là, mais on ne veut pas perdre, une fois que l'étude est finie, pour la dernière fois, c'est jusqu'à 2004, bien, on ne veut pas que toutes les données que nous, on a accumulées soient détruites, parce que normalement, on les détruit au bout d'un certain temps. Alors là, il faut reconduire les demandes d'autorisation auprès de la Commission d'accès à l'information, auprès des comités d'éthique de la recherche, de Statistique Canada et du registraire, à chaque fois qu'on veut prolonger un peu pour voir si on va refaire l'étude dans quelques années.
Par contre, il y a des joies associées. Je vous ai montré les côtés sombres pour terminer avec les côtés plus intéressants. Il y a beaucoup de joies. On a eu une excellente collaboration, autant de l'employeur que des travailleurs, des syndicats. Les gens étaient très proactifs. Ils étaient intéressés à connaître s'il y avait, oui ou non, des problèmes liés à leur exposition en milieu de travail. On a eu des soutiens clés de personnes du côté de l'employeur et du côté des travailleurs qui connaissaient très bien l'historique des usines et qui ne comptaient pas leur temps pour expliquer les renseignements. Les deux parties étaient vraiment sur la même longueur d'onde. Alors, c'était vraiment très agréable. On a eu aussi une excellente collaboration de la part des détenteurs de données, Statistique Canada, Registre québécois du cancer, qui sont habitués à travailler justement avec des gens qui font des recherches avec des grosses bases de données. Ça a été vraiment très positif. Et bien sûr, la richesse des données. Pour un chercheur, la richesse des données est toujours ce qui est le plus intéressant. On avait plusieurs années de suivi, 1950 à 2004, dans le cas où on le fait maintenant. Il y avait des renseignements détaillés sur l'histoire d'emploi, comme je vous ai dit, des renseignements disponibles sur quelques facteurs d'exposition. Bon, je parlais entre autres du tabagisme. Ça, c'est un facteur de risque pour certaines des maladies, mais aussi des renseignements sur certaines périodes de temps où des procédés particuliers étaient utilisés dans les usines. Et on peut faire des analyses variées. Donc, par exemple, on peut étudier plusieurs maladies. Ce que je vous présente comme résultat, c'est tirer des articles qui sont déjà publiés sur le sujet. Alors, on peut étudier en même temps plusieurs maladies. Dans ce cas-là, ce sont des maladies et des cancers. Ça, c'est des décès. Alors, toutes causes et toutes sortes de raisons, y compris le cancer. On peut explorer le risque de maladie selon le tabagisme, par exemple, où on voit, ici, c'est les risques. Risque à 100, c'est un risque égal ou semblable à celui de la population générale. Tout ce qui est au-dessus est un risque qui dépasse. Ça, c'est pour le cancer du poumon dans ce cas-là. Donc, tout ce qui est au-dessus de la barre rouge dépasse. Et puis, on le faisait, par exemple, avec le nombre maximal de cigarettes par jour fumées. Donc, on voit qu'il y a une augmentation, ce qui nous indiquait, par exemple, que notre indice de nombre maximal de cigarettes fumées, même s'il n'est pas parfait, au moins, il y a une tendance qui n'est pas à l'encontre de ce à quoi on s'attendrait. Ensuite, on peut explorer le risque de maladie selon la période de temps. Par exemple, on a regardé la mortalité par cancer du poumon selon les périodes d'années où les cancers se produisaient au fil du temps. Alors, pour certains groupes, on avait beaucoup plus de fluctuations parce que les groupes étaient plus petits. Et on voit qu'il y a une certaine fluctuation qui tend à descendre parce qu'il y a eu des modifications du milieu de travail à peu près dans les années 70 et ensuite de ça, après la découverte justement de l'augmentation de risques associés à certaines expositions dans ce milieu-là. Par exemple, on a regardé aussi la mortalité selon l'augmentation de la quantité cumulative d'exposition au BAP. On a regardé le risque de maladie selon le tabagisme et l'exposition au BAP, c'est-à-dire le risque pour chaque type de fumeur, avec les fumeurs de plus de cigarettes, justement, qui ont un risque beaucoup plus élevé. On peut définir un seuil d'intervention aussi. Il y a eu une publication de Ben Armstrong et collaborateur avec Dr. Thériault, où ils ont identifié un niveau de risque. Ça, ici, c'est la concentration de BAP. Donc, c'est un HAP qui est présent dans les salles de cuve, dans l'industrie de l'aluminium. Et on cherchait à identifier les niveaux où il y aurait un risque minimal possible pour la population. Là, on voit un risque comme ça. Puis, on a vérifié ces risques-là. Donc, à partir des décès. Ici, vous avez la ligne de comparaison avec la population générale. Vous voyez ici qu'en bas de 20 microgrammes par mètre cube année, il n'y a pas d'augmentation vraiment de risque en bas de cette dose totale à vie ou cumulative à vie-là. Qu'est-ce que ça signifie, cette dose-là de 20 microgrammes année? On peut le traduire de différentes façons. C'est l'équivalent d'une exposition moyenne pondérée à 2 microgrammes pendant 10 ans, par exemple, pour donner 20. Ça peut être 1 microgramme pendant 20 ans. Ça peut être 0,67 microgrammes pendant 30 ans ou ça peut être 0,5 microgrammes chaque année pendant 40 ans. Alors, la compagnie a identifié 40 ans comme étant normalement le maximum de nombre d'années où les travailleurs pouvaient travailler à l'usine. Et à partir de ça, on a dérivé une dose qui est une espèce de seuil d'intervention qui est à peu près la moitié de la dose à partir de laquelle il n'y aurait pas d'augmentation de cancer du poumon. Et on en est venu à un seuil d'intervention qui, bon, si ça avait été vraiment la moitié, ça aurait été 0,25. On a arrêté à 0,20, ce qui équivaut à une exposition cumulative de 8 microgrammes par mètre cube année, ce qui était inférieur au moment à partir duquel, moins de la moitié, c'est-à-dire du niveau à partir duquel on voyait une augmentation de risque.
Ça, c'était avec la mortalité par cancer. On a vérifié ça aussi avec l'incidence des cancers, où on voit ici en bas de 20 microgrammes année d'exposition cumulative, il n'y a pas encore d'augmentation de risque. Le risque est le même que dans la population générale. C'est sûr qu'on ne peut pas enlever complètement le niveau de risque. On peut aussi en dériver des probabilités de causalité, puis ça a été utilisé dans le cadre de l'indemnisation, où les chercheurs ont identifié 2 zones. Une zone ici qui est celle où un risque de 2 ou à peu près 50% de probabilité d'augmentation de cancer en moyenne. Et on a identifié une autre zone qui est le fameux 20 microgrammes dont on parlait tout à l'heure, où on avait une augmentation de probabilité de 0,5, de 50%, mais c'était la marge supérieure de l'intervalle de confiance. Donc, en terminant, attention, il faut connaître les limites de chaque source de données. Ça, les gens en ont parlé, mais c'est très important. Le but de la création et du maintien des données aussi est important à connaître avant de les utiliser. Prévoir le nettoyage et le recodage des données, ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on pense toujours. Identifier les chevauchements, les incompatibilités entre les variables, ce qui peut arriver, surtout quand on a plusieurs sources, dans ce cas-là, plusieurs usines, par exemple. Alors, c'est extrêmement utile de prendre en compte plusieurs sources de données et, comme je disais, en bref, grâce aux statistiques, ce qui ressemblait à ça ou plutôt à un casse-tête, finalement, ça nous donne un bon portrait du lien entre la maladie et les facteurs de risque en milieu de travail. Merci.